Alors, une très bonne nouvelle, c'est qu'un monde 100% renouvelable, ça ne pose aucun problème. Voici par exemple un exemple de monde 100% renouvelable. En fait, le monde 100% renouvelable est le monde dans lequel nous avons vécu entre l'apparition de notre espèce et il y a 2 siècles. Nos ancêtres ont vécu dans un monde qui était 100% renouvelable. Donc si c'est si bien, pourquoi est-ce qu'on en est sorti? Parce qu'on a passé notre temps à en sortir. Vous voyez, on avait une marine renouvelable et on s'est mis à avoir une marine fossile qu'on a déployée partout. On avait des transports terrestres renouvelables, et puis on s'est dit que c'était mieux d'avoir des transports terrestres fossiles. On avait une agriculture parfaitement renouvelable, avec des animaux de trait mangeant de l'herbe renouvelable, puis on mangeait les animaux de trait derrière, c'est la raison pour laquelle il y avait des boucheries chevalines partout. Et on s'est mis à avoir une agriculture fossile. On avait des travaux publics renouvelables, avec lesquels on faisait le canal de Suez en beaucoup de temps. Et on s'est mis à avoir des travaux publics fossiles, ce qui permet de faire la nouvelle école polytechnique beaucoup plus rapidement qu'avec des pelles et des pioches. Nous avions une industrie de la construction renouvelable, 2 siècles pour faire Notre-Dame. Nous avons maintenant une industrie de la construction fossile qui permet de faire les grands cornichons à la Défense en un an à peu près. Nous avions une industrie 100% renouvelable, des moulins à eau avec des roues à aube en bois, etc. Et on s'est mis à avoir une industrie 100% fossile. Nous avions des séchoirs à luzerne renouvelables, en voici un, ça s'appelle le Soleil, et voici un séchoir à luzerne moderne au gaz. Donc l'ère moderne n'a pas consisté à aller vers les ENR, elle a consisté à sortir des ENR. Vous avez ici une courbe que j'aime beaucoup, qui vous confirme que dans un monde dans lequel c'est les machines qui bossent, parce qu'il y a un rapport de 1 à 200 entre la puissance des hommes et la puissance des machines, vous devez logiquement vous attendre à ce que la production soit une fonction proportionnelle du parc de machines en activité, c'est-à-dire de l'énergie qu'on utilise. Et c'est exactement ce qu'on constate. Ici, vous avez une courbe sur laquelle, de 1965 à 2020, vous avez des points qui se succèdent, et chaque point représente, pour l'année considérée, la quantité d'énergie qu'on utilise, c'est-à-dire le parc de machines en service, en abscisse, et en ordonnée, vous avez la valeur économique de la production mondiale. Eh bien, on a une courbe qui est la conséquence logique de ce que je vous ai expliqué juste avant, c'est-à-dire que vous avez une production qui est une fonction linéaire au premier ordre du parc de machines en service, c'est-à-dire de l'énergie qu'on utilise. Donc en fait, l'énergie, c'est une drogue dure. C'est une drogue dure, c'est pour ça qu'on a du mal à s'en passer, quoi qu'on dise sur le climat. C'est une drogue dure parce que c'est notre puissance matérielle. Alors cette relation, elle est même valable en variation annuelle. Vous avez ici, année après année, en vert, la variation de la quantité d'énergie utilisée, c'est-à-dire la variation du parc de machines en service, et en bleu, la variation du PIB mondial. Vous voyez que ça se correspond très exactement. Et si vous regardez le pétrole, c'est encore plus ajusté. Ici, vous avez en rouge la variation de la production mondiale de pétrole, de la consommation mondiale de pétrole, c'est pareil, donc en volume, et en bleu, vous avez la variation du PIB par personne. Ce que vous voyez, c'est que les gains plus ou moins importants de pouvoir d'achat par individu reflètent très exactement la variation de la quantité de pétrole qui sort des puits. Alors il y a une raison à ça, c'est que le pétrole est dans toutes les énergies, celle qui est aujourd'hui la plus limitante de toutes, parce qu'elle alimente les transports et que le système de transport, c'est la vascularisation du système économique mondial. Donc c'est exactement comme pour un coureur de fond, plus il a de globules rouges dans le sang et mieux il se porte. Là c'est exactement pareil, plus l'économie a de transport et plus elle est importante. Donc ici vous avez la conséquence logique de ce que je vous ai raconté jusqu'à maintenant. Comme le PIB est une façon de mesurer l'activité économique, donc l'activité des machines, il répond de façon quasi linéaire, gain d'efficacité énergétique près, à l'activité des machines, c'est-à-dire à l'énergie. Et comme l'essentiel de la nourriture des machines, c'est des énergies fossiles, vous avez à peu près la même réponse quasi linéaire entre le PIB et le CO2. Donc le drame des négociations climat, c'est que si on veut être sérieux sur l'accord de Paris, eh bien la seule chose dont on est sûr que ça marche, c'est contracter le PIB. Ah